De temps seul au Mali. On va évidemment d'abord commencer à répondre à cette question-là parce que c'est celle-là qui nous intéresse à très court terme. On en parlait donc juste avant cette courte pause. Vincent Hugeux, vous pensez que l'aide va arriver rapidement? La France, on voit aujourd'hui l'OTAN saluer sa décision. On voit l'Union européenne également saluer, mais mis à part une aide sur un plan logistique, l'envoi également d'avions. On les a vus décoller d'Évreux des avions britanniques aujourd'hui. Eh bien, on peine à voir se dessiner une aide autre que strictement géographique et africaine. Je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Pour une raison assez simple, c'est que la France elle-même, lors des premières déclarations postérieures au déclenchement de l'opération, a manifesté son désir de tenir le manche. C'est au fond pour des raisons historiques, pour des raisons, je dirais, aussi liées au passé colonial, c'est perçu par beaucoup de nos partenaires comme une histoire française. Et dans d'autres opérations, au Tchad par exemple, en République centrafricaine, on a senti toutes les réticences de nos partenaires européens, notamment allemands. Ça peut être lié à une partie de leur histoire et de leur constitution, mais à venir faire la guerre avec la France sans en être nécessairement un partenaire à égalité. Oui. Et donc, d'une certaine manière, je ne crois pas qu'on ira beaucoup au-delà de ça. Et d'ailleurs, sur un plan opérationnel, mis à part effectivement l'apport de drones, puisqu'il semble que ceux dont dispose l'armée française aujourd'hui ne soient pas pleinement opérationnels, on aura besoin du concours des Américains là-dessus. Pour le renseignement, pour la surveillance satellitaire, pour toutes ces choses-là. Et ce sera bienvenu et ce sera utile. Mais géopolitiquement, il est beaucoup plus important de mettre le doigt sur ce point essentiel, c'est que l'Algérie a accepté que des appareils français survolent son territoire. Et je vous assure que quand on regarde de près l'histoire passionnée et tumultueuse entre Alger et Paris, c'est un vrai changement de cap. On sait à quel point un pays comme l'Algérie, évidemment incontournable sur ce territoire, était réticente à voir débarquer une intrusion étrangère, a fortiori française, dans son arrière-cour sahélienne, car c'est comme ça qu'elle le perçoit. Bon. Eh bien, ça prouve que les choses bougent. Il y a des bouleversements. Un Blaise Compaoré, le Burkinabé, qui était lui aussi sur une ligne dialoguiste, issue négociée, etc., il annonce hier l'envoi de 500 soldats. La donne a changé. Elle a profondément changé et je ne pense pas que le degré, la nature, l'ampleur de l'apport de tel ou tel partenaire modifie profondément l'équation. Aïcha Haïdara, qu'est-ce qui explique justement que ces voisins qui pendant longtemps ont été réticents à une intervention étrangère finalement aient décidé à leur tour de donner leur accord, sinon leur concours? Oui, mais les voisins, ils sont obligés parce que les voisins étaient dans une logique de négociation et de dialogue. Mais je pense que le fait que ces gens-là, pendant qu'ils négocient à Ouaga, aient pris la décision d'attaquer, veut dire que quelque part, ils leur ont donné une claque. Donc, à leur place, je ferais autant, sinon plus. Et puis, je vais rebondir sur l'Algérie. C'est vrai qu'il est à saluer l'action de l'Algérie. Le fait d'accepter que les avions français survolent le sol algérien, vraiment, c'est salutaire. Mais moi, je pense que la moitié du problème peut être réglé par l'Algérie si seulement l'Algérie jouait le jeu complètement. À sa frontière. Moi, je dis sa frontière, voilà. Si l'Algérie fermait sa frontière, parce que c'est l'Algérie qui fournit du carburant à ces gens-là, c'est l'Algérie qui leur donne la nourriture. Tout ce qui vient chez eux vient de l'Algérie. Pour que ceux qui nous regardent comprennent, mais quel est l'intérêt de l'Algérie? L'intérêt de l'Algérie, en tout cas moi en tant que politique, je ne fais pas la langue de bois. Pour moi, c'est parce que les djihadistes sont algériens. Donc si on les chasse du Mali, ils iront certainement se réfugier en Algérie. Et puis c'est pour éviter qu'ils importent les troubles en Algérie, voilà, comme ça a été le cas dans les années 90. Problème, on préfère les avoir là-bas au Mali, comme ça nous on est tranquille. C'est comme ça que moi je le perçois. Ce qu'on comprend à travers ça, Roland Jacquard, c'est que finalement le Mali se trouve le réceptacle d'un certain nombre de problèmes qui existent depuis le début des années 90 dans la région, à la fois la présence de ces combattants islamistes en Algérie qui ont été chassés par le pouvoir dans la dure guerre civile qui s'est déroulée dans les années 90 en Algérie, mais également donc ces combattants touaregs qui ont un temps aussi prêté main forte en Libye à ses opposants à l'intervention étrangère. Oui, il y a eu une sorte d'amalgame de tous ces groupes avec leurs intérêts politiques, ce qui est vrai souvent pour une partie des Touaregs, mais aussi une sorte de technostructure mafieuse qui a profité de ces zones de non-droit, pas seulement au Mali, mais dans le Sahel en général, pour faire des trafics de toutes sortes, les prises d'otages que nous connaissons malheureusement, mais aussi des trafics vraiment de toutes sortes, des trafics d'armes, des armes qui sont venues du Mali, de Libye, je vous ai dit tout à l'heure, des missiles solaires ou autres. Et puis, aujourd'hui, on est dans une situation
où on ne sait plus qui est avec qui. Un jour, en Sareldine, il y a une partie dans Sareldine qui est plus modérée, oui, qui signe même des accords avec les représentants du gouvernement voilà. Pour les dénoncer. Donc on est dans une situation qui est bloquée politiquement, auquel, je pense, on va également trouver une situation politique différente en Afrique, parce qu'effectivement, dans la zone, le Burkina Faso est aujourd'hui mis hors du jeu, je pense. Donc, puisque eux, ils commençaient à négocier avec les groupes, et puis tout d'un coup, il y a l'intervention militaire. Je pense que le Sénégal va essayer de jouer un rôle beaucoup plus important aujourd'hui. Et donc, il va y avoir les décisions... Comme le Ghana, on voyait des forces substantielles. Il va y avoir place le Niger, les décisions de l'Union africaine qui sont attendues à la fin du mois. Et puis, on sent bien que dans toute l'Afrique, aujourd'hui, ça bouge. Ça bouge partout. Et avec conséquences malheureuses pour l'Afrique, probablement dans les mois qui viennent, en tout cas dans les années qui viennent, une renaissance du terrorisme en Afrique, où je pense que le terrorisme va beaucoup se déplacer sur le continent africain. C'est une autre forme de guerre. Mais je pense que malheureusement, une des conséquences de la crise libyenne, une des conséquences de cette crise va être malheureusement que le terrorisme va gagner le continent africain. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'à l'évidence, le dispositif djihadiste sahélien n'a pas aujourd'hui, c'est en tout cas l'avis des experts que j'ai consultés là-dessus, les ramifications, l'infrastructure nécessaire pour frapper de manière significative en France. En revanche, il peut frapper la France. Oui, alors justement, il peut la frapper ailleurs. On va y venir. Il y a 6000 ressortissants français aujourd'hui à Bamako. Oui. Les jeunes de Lori, de Léaucourt ont été enlevés à une terrasse de café de Niamey, bien loin du théâtre dont on parle à l'instant. Donc c'est vrai que le danger, à mon sens, et il est perçu d'ailleurs comme tel par les diplomates et les experts du renseignement, c'est en quelque sorte la dispersion de la vulnérabilité française. Alors justement, je voulais qu'on écoute à ce sujet. Il y a eu un certain nombre de menaces qui ont été formulées ces derniers jours par ces groupes islamistes armés du Nord Mali. La dernière en date, qui date d'aujourd'hui, Abou Dardar, l'un des responsables du Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui menace de frapper la France au cœur. Avant lui, c'était l'un des responsables d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a formulé une menace très explicite vis-à-vis de la France. Écoutez. Nous dénonçons Alors on n'a évidemment pas tout compris, vous l'avez compris, vous en tout cas, il y a un problème de traduction, mais clairement... le responsable, en l'occurrence, Abdallah Al-Chinguetti, qui explique que la France est en train de creuser les tombes de ses propres fils, selon ses termes. Aminata Konateboun, vous nous avez dit tout à l'heure que pour vous, la raison claire, c'était cette présence terroriste au Nord Mali qui ne concerne pas que les Maliens eux-mêmes. Vous craignez néanmoins pour les franco-maliens que vous représentez également ici, présents aussi bien à Bamako en France. Vous pensez que la menace est avant tout pour eux à Bamako ? La menace, elle est à prendre au sérieux pour tous les ressortissants étrangers, encore plus pour les ressortissants français qui se trouvent au Mali, mais également pour les Français qui se trouvent ici en France. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, ils sont en train de menacer la France, parce que pour eux, sans la France, ils seraient arrivés à Bamako. Maintenant, les Maliens aussi sont une cible. Ils menaçaient déjà la France avant l'intervention. Voilà, ils menaçaient déjà la France depuis très longtemps, mais les Maliens aussi sont une cible pour eux, puisque c'est un combat que le Mali mène frontalement avec la France, mais c'est un combat qu'on mène contre ce terrorisme. Aujourd'hui, on a peur pour les otages, on a peur pour les Français, on a peur pour nous, mais c'est pas pour autant qu'on va tomber dans la psychose qui consiste à dire on arrête tout, et on cède au chantage. Non, bien au contraire. Là, la décision que le président a prise est une décision très courageuse. Il a refusé de céder à ce chantage et de dire clairement on ira jusqu'au bout et on mènera cette bataille parce qu'elle doit être menée, justement. Roland Jacquarou, vous pensez que la France a pris un risque pour ses otages et également pour ses ressortissants à l'étranger ? La France a pris la décision militaire qui était nécessaire parce que c'était impossible de laisser et le Mali être abandonné, et les pays autour, et puis d'avoir des forces, je vous dis, mafieuses, des forces terroristes en zone de non-droit comme ça pendant des mois encore. Bon, malheureusement, il peut y avoir des dégâts collatéraux, mais la France était déjà menacée auparavant.
il y a quelques mois. Oui, sauf qu'on accusait la France d'intervenir quand elle n'intervenait pas encore. Là, eh bien, elle intervient. Elle intervient, mais en même temps, c'est un signe fort, parce que vous savez, il y a l'état-major militaire, pour des raisons qu'on comprend parfaitement, ne veut pas d'image, ne veut pas communiquer énormément, parce que, en réalité, c'est une guerre de l'ombre. Il ne faut pas non plus donner des armes aux terroristes. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a détruit quand même un certain nombre de bases arrières et bases logistiques très importantes, non seulement de mafieux, mais d'AQMI. Et quand on va faire le compte de l'opération militaire, vous verrez, je m'engage là-dessus, vous verrez qu'on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de dirigeants d'AQMI qui ont été tués, ou d'autres qui sont aujourd'hui énormément fragilisés. Ça, c'est une chose. Mais pour vous dire qu'il y a des menaces contre la France et qu'elles ne datent pas forcément de cette guerre-là. Il y a quelques semaines au Sénégal, il y a quelques mois, pardon, au Sénégal, les services de renseignement français ont prévenu les services de renseignement sénégalais comme quoi il y avait eu des gens d'AQMI qui avaient pénétré et qui avaient commencé à choisir des cibles possibles de la France, y compris sur les bases militaires de la marine française à Dakar. Il y a eu la même chose en Mauritanie, où il y a eu même plusieurs attentats suicides qui ont été manqués contre l'ambassade de France. Dans d'autres pays africains, il y a eu des pénétrations et tout. Donc, je veux dire, on est en face d'une guerre qui, malheureusement, va aujourd'hui passer beaucoup sur le continent africain. Et c'était une des raisons d'Al-Qaïda historique qui voulait, à un moment donné, créer un front africain. Oui, on y vient dans un instant, Vincent Jeu. Je voudrais d'abord vous montrer un reportage de la situation justement des populations, de la population française qui vit à Bamako, ses ressortissants. Vous voyez comment ils vivent face à cette menace et au risque donc d'attaque. La lourde barrière qui protège le lycée français de Bamako ne se lèvera pas aujourd'hui. L'établissement accueille normalement 1 millier de personnes. Il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ce matin, plusieurs parents d'élèves viennent inspecter les lieux. Avec eux, 3 membres du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie. Leur mission, évaluer les faiblesses du lycée en matière de sécurité, même si pour l'heure l'inquiétude n'est pas encore vive chez les ressortissants français. On peut se promener librement. Moi, je conduis ma voiture et je ne me sens pas menacée, ni chez moi, ni sur les lieux publics. Mais on nous demande d'être vigilants, ce qui paraît être normal quand même. Les autorités veulent limiter les risques d'attentats ou d'enlèvement, comme ici devant l'ambassade de France. Sécurité renforcée, même si dans sa grande majorité, la population malienne est favorable à l'intervention française. Je suis passé ce matin vraiment pour voir des Français, pour les remercier. Viviane Vincent habite à Bamako depuis 15 ans. Cette Martiniquaise tient un restaurant qui s'est vidé de ses clients français. Il limite au maximum leurs déplacements en attendant que la situation se stabilise. On est toujours dans cette attente permanente, donc ça crée quand même de l'angoisse et de l'incertitude. On ne sait jamais, on espère que maintenant que enfin l'intervention a commencé, rapidement les choses vont rentrer dans l'ordre. Malgré les incertitudes, sur les 6000 Français vivant à Bamako, une poignée seulement a choisi de quitter la ville pour rentrer en France. Vincent, je voulais réagir juste avant ce reportage. Un paradoxe très éloquent, c'est qu'aujourd'hui même, ce lundi, l'école française de Bamako ferme ses portes, les écoles maliennes rouvrent les leurs. Ça veut dire qu'on a vraiment un changement de nature dans la perception du péril, du danger. Sur les otages et le danger. J'en ai discuté longuement hier avec Pierre Kamat, cet ancien otage français qui n'est aux mains d'une cellule Abu Zaïd. Abu Zaïd, l'un des chefs principaux, celui qui aujourd'hui même se bat, paraît-il, sur le front de Diabali. Cette ville qui a été conquise, en tout cas pour quelques heures au moins, par les combattants islamistes. Eh bien, lui considère, et il a eu de longues conversations, il a subi d'ailleurs aussi des interrogatoires, parfois conduits par Abu Zaïd lui-même, lui considère qu'à l'instant T, il n'y a pas un danger immédiat et massif sur les otages. Et pourquoi ? Il me dit, parce que, tout simplement, simplement, il me dit, ils sont aux abois, c'est vrai, mais ils ont tellement peu de munitions, pourquoi se délesteraient de celles qui leur restent ? Et de fait, le vrai danger, me semble-t-il, il y en a deux, et c'est corroboré par d'autres anciens otages et d'autres analystes, c'est que dans la panique absolue, il peut y avoir la volonté de châtier. Quand on passe du rapport de force, du combat au châtiment, bon, eh bien là, il y a un vrai risque. Par ailleurs, il peut y avoir aussi la tentation de faire un exemple pour infléchir, si possible, la position française. Pour finir, ne nous laissons pas impressionner par cette logomachie archi-classique.
Vous savez, on a ouvert les portes de l'enfer. Ça, c'est un des grands classiques de la rhétorique menaçante. Sous les pas de la France, Ben Laden lui-même l'a fait avec la présence française en Afghanistan. 5 ans, sans qu'il y ait eu le moindre attentat significatif sur le sol français. Alors, vous pourrez toujours avoir un émule ou un clone de Mohamed Merah, une sorte de naufragé à la fois intellectuel, idéologique, familial, identitaire, qui rapportait un paquet de tel endroit à tel endroit en croyant sauver le djihad mondial. Mais il s'agira d'éléments isolés. Voilà. À ce stade, en tout cas, sur le territoire français, je ne vois pas, c'est ce que les experts me disent, de vagues d'attentats coordonnés, méthodique comme on en a connu en France dans les années 80. Alors justement, on va écouter dans un instant ce qu'en dit Jean-Marc Trévidic, c'est le magistrat antiterroriste bien connu ici en France et qui s'exprimait notamment après que le plan Vigipirate, qui est donc au niveau rouge depuis 2008, je crois, ait été à nouveau réactivé. On en a beaucoup entendu parler ici en France ces derniers temps. Écoutez. Il faut surveiller les gens. La petite frange infime salafiste chez les Maliens, les Nigériens, les Sénégalais qu'on connaît, et puis les autres djihadistes. Mais je pense qu'on a pris de l'avance, c'est-à-dire qu'on travaille dessus depuis quelques mois. On savait que la situation arriverait à ça, finalement. Ils ne sont pas très organisés pour l'instant. Donc il ne faut pas croire aussi que c'est demain que ça va arriver. Ça prend plusieurs mois. Le danger peut s'installer progressivement. Ça peut être un contre-coup plus tard de leur défaite sur le terrain. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. C'est l'arme du pauvre, le terroriste. Et Vincent, je vous ai justement remarqué qu'il s'agissait bien de Marc Trévidic et non pas Jean-Marc, puisque j'ai écorché son prénom. Aïcha Taïda, vous êtes habitué à ce type, évidemment, de propos tenus, non pas par Marc Trévidic, mais on l'a entendu avant, par le porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je rappelle que vous êtes député de la circonscription de Bourène, c'est à 95 km de Gao, l'une des villes, évidemment, où se joue actuellement cet affrontement. Quelles conséquences vous en tirez pour la communauté française aussi présente au Mali, mais également pour les Français? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces propos? Bon, il faut prendre au sérieux, mais en même temps, comme l'a dit Aminata, il ne faudrait pas que la psychose aussi gagne vraiment les esprits jusqu'à un certain niveau. Parce que juste avant de venir dans votre studio, j'ai discuté avec un groupe de Maliens, des jeunes, une association, qui est en train de s'organiser pour eux-mêmes protéger les Français. C'est-à-dire le fait que le Mali tout entier, à part peut-être le MNLA qui pour moi n'existe même pas, est d'accord pour cette intervention. Je pense que déjà ça, même les Français, ça les aide à pouvoir vraiment survivre. Enfin, survivre, c'est trop dire peut-être, mais vraiment à vivre la situation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qu'on ne peut pas décrire. On est dans une situation très grave, mais en même temps, il ne faudrait pas que la psychose gagne les esprits jusqu'à un certain niveau. Les menaces, moi, je pense que c'est des menaces qu'ils font juste pour faire peur, mais ils ne vont jamais arriver jusqu'à faire des attentats à Bamako. Ça m'étonnerait. Aminata Konaté-Boune, vous ne craignez pas que cette intervention française, néanmoins, alimente les accusations de néocolonialisme exploitées aussi par les mouvements intégristes au Maghreb, également en Afrique de l'Ouest? Je reste persuadée que là, c'est un faux procès qu'on fait à la France. Les choses sont très claires. C'est le président par intérim malien qui a appelé la France. Jokuna Traoré. C'est pas le contraire. C'est pas la France qui est arrivée d'elle-même et qui a décidé d'eux. Donc, on est unanime là-dessus. Il fallait l'intervention de la France. Est-ce qu'il fallait attendre qu'il y ait tout le Mali qui soit pris pour qu'ensuite on fasse quelque chose? Non, moi je décris sur tous les plateaux depuis 9 mois que ça fait longtemps qu'il aurait fallu qu'il y ait cette intervention. Maintenant qu'elle est là, on va dire que c'est de la faute de la France? Non, moi je ne suis pas d'accord. Maintenant, ce qu'il faut que les gens entendent, et il faut qu'il y ait une lecture très claire, c'est la France en tant qu'allié du Mali. Maintenant, il est certain que les moyens de la France, les moyens dont dispose la France ne sont pas les mêmes dont dispose le Mali, on va dire les Africains en général, mais la réalité, c'est que la France est venue aider le Mali. C'est pour ça qu'on a beaucoup mis en avant, d'ailleurs, dans les premières heures de cette intervention, le rôle de l'armée malienne sur le terrain. Bien sûr. Le rôle de les premiers tirs de semences, ils ont été faits par qui? Ils ont été faits par l'armée malienne, avec les moyens qu'ils avaient. Mais c'était d'abord l'armée malienne. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'armée malienne aura-t-elle les moyens plus tard d'assurer elle-même la sécurité? Il y a eu quand même cette situation du putsch qui a déclenché la situation que l'on sait aujourd'hui. Le putsch qui était précisément à l'époque invoqué comme étant un moyen de chasser du nord du pays les islamistes. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Est-ce que l'armée malienne aura demain les moyens seuls de maintenir l'ordre? C'est l'inverse qui s'est produit, mais en même temps, comme je le disais, il y a une crise politique certaine. Donc on sait très bien qu'après cette guerre, il va falloir reconstruire la société malienne, c'est certain. Maintenant, ce qu'il faut que les gens intègrent, c'est que la reconstruction, elle ne se fera pas que par l'armée malienne, elle se fera par l'armée africaine.
on va dire l'Afrique en général. Donc là, il faut absolument que les Africains se saisissent de ce dossier et que petit à petit, la France se retire. Ça se fera par l'Afrique. On n'en est pas là, on est loin d'en être là. D'ailleurs, on attend de voir ce qui va se dire à l'ONU d'ici maintenant quelques heures. La France qui souhaiterait effectivement une accélération de la mise en pratique, la mise en œuvre de la résolution 2085, celle qui autorise le déploiement de la force au Mali. Vincent Hugeux. Un des effets collatéraux bénéfiques, virtuels à ce stade de cette accélération de l'histoire, c'est sans doute la neutralisation du capitaine Amadou Sanogo, le putschiste qui... mais qui a encore aujourd'hui un rôle dans l'état-major, un rôle éminent dans le au nom de la restauration de la démocratie et du sauvetage de l'intégrité territoriale malienne. On jugeait par les résultats, encore bravo. Bon. Eh bien, il se trouve qu'après avoir évincé, comme on congédie un domestique, le Premier ministre de transition, Cheikh Modibo Diarra, il s'apprêtait, il y a quelques jours, à mettre à bas le fragile président par intérim, Diankounda Traoré. Ce sont des éléments, des informations dont vous disposez. Absolument, et dont certaines viennent de l'entourage du président lui-même. Donc, il est clair que la donne a changé aussi. Quand je parlais de bouleversement tout à l'heure, c'est peut-être l'hypothèse de remettre en place une scène, un échiquier politique digne de ce nom, alors que depuis 9 mois, soyons clairs, c'est une pétaudière. Mais est-ce que c'est le rôle de la France de faire du nation building et demain, au-delà de cette intervention, de participer à la reconstruction éventuelle d'un État, Roland Jacquard ? Bah oui, c'est quand même le rôle de la France si le pays lui demande, ça c'est évident. Si le pays lui demande pas, non, mais on n'est plus dans la période ancienne. La France est-elle prête à s'investir dans la durée au Mali ? Elle est prête, oui, puisqu'on va faire de la formation, mais il ne suffit pas seulement de faire de la formation militaire. Et il va falloir faire aussi de l'aide économique, il va falloir trouver un certain nombre de solutions, les aider politiquement, etc. Mais on peut pas laisser... Aujourd'hui, 63% des Français... aider à reconstruire, parce qu'à Gao, il y a eu des maisons qui ont été vraiment bombardées par la France. Donc c'est sûr que pour la reconstruction, on aura besoin de la France. La France sera jugée à l'aune non pas de la réussite opérationnelle. Et on vient d'apprendre que l'Algérie a fermé sa frontière avec le Mali. C'est très important. Les éléments que vous donnez. Tout à fait. La coopération de l'Algérie avec l'intervention, à sa manière, évidemment, avec l'intervention qui se déroule. Et vous savez, la France va être obligée de le faire, non seulement aussi parce que l'Europe il y a un partenariat politique en Europe pour l'Afrique qui est en cours, mais aussi parce que les Américains, mais eux, pour une notion de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme dans tous les coins de la planète, vont faire un effort très important l'année prochaine. Ils vont s'installer dans 35 pays d'Afrique, y compris au Mali. Ils vont installer des bases de drones. Le chef d'état-major actuel... Au-delà de l'Africom actuel, qui compte 3000 hommes, à peu près. Et c'était avant l'intervention française, tout ça. Et l'actuel chef d'état-major de l'armée de terre américaine, Gerald Rodriguez, va prendre la tête d'une Africom recomposée, redéployée avec des drones un petit peu partout, dans les pays d'Afrique centrale, dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Ils vont essayer d'en mettre un petit peu partout. Donc il y a une politique américaine très importante de lutte contre le terrorisme qui se met en place. Donc il est impossible que la France soit mise de côté. Ça veut donc dire que la France est là et qu'elle est là pour longtemps. Je vous propose juste, et on terminera après, d'écouter ce que nous disait François Hollande lors d'un entretien qu'il nous avait accordé. C'était le 11 octobre dernier sur l'antenne de France 24. Il répondait aux questions de Roselyne Febvre, Jean-Karim Fall et David Delos. Écoutez ce qu'il disait à l'époque d'une éventuelle intervention au Mali. Nous serons respectueux de la légalité internationale. Si on nous demande notre appui logistique, c'est-à-dire matériel, un certain nombre d'informations, nous fournirons. Mais là encore, il n'y aura pas d'hommes au sol, pas de troupes françaises d'une manière ou d'une autre engagées. Un soutien aérien. Il ne nous est pas demandé, donc pour l'instant... Mais s'il est demandé. Nous ne pouvons pas, nous, intervenir à la place des Africains. Il faudra transporter les troupes. Très clair, on peut donner un appui matériel, on peut former, mais nous n'interviendrons pas. La France n'interviendra pas. Ah voilà, ça c'était il y a 3 mois. Jour pour jour, Vincent Hugeux, on en est loin aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a 3 mois, c'est un monde. Au siècle dernier. Il y a eu un Big Bang depuis. Il y a eu un bouleversement total de l'arène politico-militaire. Et encore une fois, vous savez, la France sera obligée d'aller au-delà de cette phase militaire, parce qu'on le voit en Irak, on le voit évidemment en Afghanistan. Une nation qui prétend, l'égalité onusienne à l'appui, venir au secours d'un pays menacé, elle ne peut pas, après une campagne de raids aériens réussis, prendre ses clics et ses claques et rentrer en disant maintenant débrouillez-vous. C'est-à-dire que la France sera historiquement jugée à l'aune de son aptitude à accompagner la remise sur pied d'un pays asservi.
Donc c'est pour ça que, qu'on le veuille ou non, on sera obligé d'y rester et d'accompagner la reconstruction. Dans un sondage sorti Paris aujourd'hui, 63% des Français soutiennent l'intervention au Mali. Pour combien de temps ? Ça diminuera au fil des semaines. Je pense que ça va forcément diminuer parce que les interventions militaires avec leurs effets collatéraux classiques, parce qu'il faut voir aussi que les gens d'AQMI sont des gens qui ont l'habitude des actions de guerre asymétriques. Ils vont à un moment donné probablement essayer de favoriser des bombardements sur des populations civiles. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça fait partie malheureusement des effets collatéraux de la guerre. Donc là, effectivement, à ce moment-là, les sondages vont baisser. Puis les Français ne vont pas s'intéresser à cette guerre en permanence parce qu'il y aura d'autres événements, etc. Mais je suis d'accord avec Vincent Hugues. Si on veut rester une grande nation moderne, ouverte, si on veut aider à la démocratie, si on veut aider au développement, si on veut que les pays africains soient de vrais partenaires avec nous, il faut les aider là où c'est le plus difficile. Un mot rapide de conclusion, Aïcha Haïdara, et ensuite je passerai par la Aminata Konaté Boune pour la conclusion. Le mot rapide de conclusion, c'est que je ne vais pas me fatiguer de remercier la France et à travers la France, le président François Hollande d'avoir pris cette décision historique. Mais en même temps, je suis vraiment la personne qui a toujours dit qu'il ne fallait pas attendre, qu'il ne fallait pas négocier, il fallait cette intervention. Cette intervention est là, il faut continuer. Il ne faudrait pas que les terroristes ou bien des gens comme le MNLA qui sont aussi terroristes viennent nous distraire en disant qu'il faut dialoguer ou bien qu'ils vont aider la France. Ils ne vont rien faire du tout et je souhaite vraiment que la France continue ce qu'elle a commencé et nous soutenons la France. Et je dis à la France que les Maliens sont capables aussi d'assumer cette responsabilité et de les accompagner à leur façon. On a entendu, malheureusement, j'aurais aimé donner la parole à Aminata Konaté Boune pour un dernier mot, mais malheureusement, elle n'aura pas cette chance, Aïcha Haïdara. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la suite de l'actualité sur France 24. C'est évidemment comme chaque soir Paris Direct avec Vincent Roux. Restez avec nous.